Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous pour commenter l'actualité. Dans 2 jours, nous votons. Bilan de ces 15 jours de campagne avec vous sur Sud Radio, avec Najwa El Haïty, docteur en droit public. Vous avez publié Laïcité et République aux éditions L'Harmattan. Vous êtes avocate. Mathieu Batchialon, communicant. Bonjour, président de M2B Conseil. Fabrice Hakoun, vous êtes chef d'entreprise et vous avez publié Rallumons les lumières aux éditions L'Archipel. Et oui, et Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. Donc, dernier jour de campagne avant le premier tour. On va revenir sur ce petit caillou dans la chaussure du RN, enfin 2 gros cailloux dans la chaussure du RN, la binationalité. Marine Le Pen désavoue son député. Se dirige-t-on vers une majorité absolue pour le RN et une campagne mue par le rejet de Macron? On aura Frédéric Dabi avec nous en ligne tout à l'heure au téléphone pour faire un point avant le vote à partir de ce soir à minuit. Vous savez qu'on n'a plus droit au sondage. On commence rapidement avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Je viens de recevoir à l'instant la une de The Economist, journal britannique. C'est un drapeau français sur un ciel bleu avec des nuages derrière. Le bleu, le rouge et le blanc a disparu et le titre est France's Center Cannot Hold, c'est-à-dire le centre n'existe plus en France, ne tient pas. Et c'est une très belle une. Et c'est vrai que nos amis britanniques, enfin tous les étrangers sont assez inquiets de ce qui se passe en France. Mais vous aviez des coups de cœur et des coups de gueule qui étaient un petit peu en marge de ce, en tout cas vous, Najwa, de l'actualité. C'est une actualité tragique d'ailleurs. Ah oui, très tragique. Allez-y, commencez. Donc mon coup de gueule concerne le suicide d'un fonctionnaire municipal particulier. Donc hier, le titre d'un article du Parisien m'interpellait. Oui. J'ouvre les guillemets. Il était l'un des nôtres. Un fonctionnaire municipal s'est suicidé en Corée du Sud en se jetant du haut d'un escalier. Ouais. Alors l'information est dramatique, mais prend une tournure plus particulière lorsqu'on apprend que ce fonctionnaire municipal était un robot. L'article du Parisien nous apprend qu'une enquête a été diligentée pour comprendre les raisons de ce suicide, parce que je vous assure, en Corée du Sud, il y a eu un véritable émoi, parce que la Corée du Sud est un des pays au monde les plus robotisés. Alors l'enquête est menée et je me suis dit, donc tout d'abord j'ai commencé à sourire, puis je me suis dit, mais est-ce que ce type de suicide a déjà eu lieu? Suicide d'un robot? Eh bien j'apprends qu'en 2017, en effet, on découvre qu'un premier robot s'est donné déjà la mort aux États-Unis. C'était un robot de sécurité récemment embauché dans un centre commercial de Washington, aux États-Unis, qui se jetait dans l'une des fontaines situées dans son lieu de travail. Et là encore, une enquête a été diligentée. Les raisons du suicide s'expliquent par une charge de travail qu'il ne supportait plus. Alors des internautes ont fait circuler une vidéo de ce suicide. L'un d'entre eux tweetait, et j'en ai souri: premier jour de boulot et le Nightscope, donc c'est le fameux robot, se suicide déjà. Même les robots savent que le capitalisme est une souffrance invivable. Plus sérieusement, et j'en terminerai par là mon coup de gueule, face à l'existence de ces robots autonomes et donc face à l'émergence de l'intelligence artificielle, il existe des enjeux juridiques et éthiques sur lesquels il faut que l'on se penche, parce qu'on se tourne vers cet avenir-là. Tous les cas qui devient de plus en plus présent. Et parallèlement au suicide de ces robots autonomes, ces robots peuvent causer des incidents qui peuvent être plus ou moins graves. Je m'explique. Un robot a eu une collision avec un enfant âgé de 16 mois dans un centre commercial. Oui. Collision, pas collusion. Collusion, excusez-moi. Conflit d'intérêts. Ça, je vous confirme, collision. Dans un centre commercial. Toujours et d'ailleurs, c'est la même marque du robot autonome qui s'est suicidé dans la fontaine. Peut-être qu'il y aura des robots meurtriers, alors. Possible. Et donc, le robot a percuté la tête de l'enfant qui est tombé face contre terre et a roulé sur son pied. Là, juridiquement, qui est responsable? Le programmateur du robot, son employeur, le robot lui-même doté d'une autonomie. Est-ce que l'on doit accorder une personnalité juridique à ces robots autonomes? Et d'ailleurs, il y a un confrère, et j'en terminerai par là, il y a un confrère qui s'est penché là-dessus, maître Alain Bensoussan, qui dit qu'il faut accorder à ces robots une personnalité juridique où s'imposent aussi à eux des droits et des devoirs. Donc là, c'est un vaste débat.
Intéressant, je trouve. Donc, on parle du suicide de ces robots à aussi ce qui nous interroge et qui doivent nous interroger aujourd'hui et demain par rapport au développement de l'utilisation de ces robots. C'est une bonne question. Oui. Et qu'est-ce qui se passe quand avec notamment les voitures qui vont désormais être pilotées autonomes, exactement. Qu'est-ce qui va se passer quand une voiture va renverser un piéton? Il y a eu ce cas-là à Paris il y a 2 ans avec on va citer la marque, une Tesla, un chauffeur Uber qui conduisait une Tesla et il y a eu un accident assez grave et effectivement il a assigné la société américaine en disant qu'il avait perdu le contrôle totalement du véhicule et que du coup le véhicule était, puisqu'il y avait un système de pilotage automatique qui avait pris totalement le contrôle et était responsable totalement de l'incident et que ça l'avait exonéré de... L'instruction est en cours d'ailleurs. Normalement, il y a des garde-fous. Parce que par exemple, quand vous lâchez le volant trop longtemps, il vous le rappelle et puis il vous punit. Donc si vous lâchez le volant une première fois, il dit il faut reprendre le volant. Et si vous lâchez une deuxième, parce que moi je suis un peu joueur, donc j'aime bien lâcher le volant plus longtemps parce que c'est quand même pratique de rien foutre. Et non, sur l'autoroute, je vous rassure. Enfin, je sais pas si ça rassure, mais je prendrai plus l'autoroute. Non plus. Et donc il vous punit, c'est-à-dire qu'il le débranche. Ah ouais. Donc la deuxième fois il débranche. Mais je savais pas si c'était un coup de cœur ou un coup de gueule, Najwa, parce que c'était un coup de gueule. Mais en fait, moi je trouve que c'est un coup de cœur parce que ça prouve qu'en effet, les robots c'est pas la panacée et que finalement peut-être que grâce à ça on va revenir à l'humain. Oui, tout à fait. Qui est finalement beaucoup plus résilient et résistant que le robot. Ah ouais, écoutez, en tout cas, il paraît qu'il y a déjà des lois, me dit un auditeur, des lois sur la robotique, mais effectivement, ça va poser des questions. C'était un coup de cœur un peu, ou un coup de projecteur un peu plus léger que l'actualité que nous allons aborder dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité avec Najwa Laïté, avocate, docteur en droit public. Votre dernier livre, Laïcité et République, est paru aux éditions L'Harmattan. Mathieu Baccialone, communicant et président de M2B Conseil. Fabrice Hakoun, chef d'entreprise. Vous avez publié Rallumons les lumières aux éditions de l'Archipel. Et Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés. Dernière ligne droite avant le vote de dimanche. Et nous sommes en ligne avec Frédéric Dabi, directeur de l'IFOP. Bonjour Frédéric. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Et tous les jours, nous avons ce sondage, ce rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, LCI et le Figaro. Alors, je voulais qu'on fasse un petit point avec vous, petit point d'étape avant la fin de la campagne officielle qui a donc duré un peu plus de 15 jours. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Vous avez raison de rappeler la durée de la campagne. Valérie, c'est la campagne la plus courte de la 5e République, il faut bien l'avoir en tête. On a un rapport de force qui est relativement figé, dans le sens où ça n'a quasiment pas bougé depuis le début. Un RN avec 36% d'intention de vote, un RN plus des alliés, puisqu'il y a les ciotistes, les 70 circonscriptions, donc ce 36% se décompose en 32% RN pur, 4% pour les candidats ciotistes. Un Front populaire nouveau qui tient le choc, qui est entre 28 et 29%, qui ne rattrape pas le RN, mais qui fait mieux que la NUPES qu'on a connue en 2022. D'ailleurs, à cette époque, il y avait 4 à 5 points de divers gauche de candidats anti-NUPES. Là, à gauche, il y a très peu de candidats anti du Front populaire. On a parlé ce matin de la circonscription gagnable pour Alexis Corbière, par exemple, mais ils ne sont plus qu'à 1 divers gauche. Et puis, c'est en cela que ces élections législatives, c'était mon hypothèse stratégique que j'ai développée sur votre plateau dès le 10 juin, ces législatives ne peuvent pas être autre chose qu'une réplique des européennes, compte tenu de la proximité de ces scrutins. Un vote sanction contre les candidats de la majorité présidentielle, entre 20,5 et 21% depuis quelques jours. Donc clairement, dans un combat à 3, il vaut mieux être aux 2 premières places, et ça risque d'être compliqué pour ensemble, avec une projection au siège que l'on prend avec une grande prudence, mais qui donnerait pour l'instant une majorité relative, et le RN qui serait le premier groupe à l'Assemblée nationale. Oui, comment est-ce qu'on dit, la sûreté du vote, les gens sont certains de leur vote ou ça peut encore changer ? Alors, ce qui est frappant, puisque les gens se sont échauffés, si je puis dire, pendant notre rolling sur les élections européennes, on a un taux de sûreté du choix qui est extrêmement fort, qui atteint 82%. En temps normal, en fin de campagne législative, on est à 2 tiers ou 3 quarts, avec une sûreté du vote
très forte au Rassemblement national, 87%, fort également à gauche, 84%, et chez Ensemble, 81%. On voit à quel point ces élections européennes on dirait solidifier le choix des Français, ce qui fait que ce qu'on a dans une élection traditionnelle, à savoir une volatilité, une hésitation entre telle ou telle liste ou tel candidat, a peu de chances d'opérer, puisqu'il y a peu d'électeurs qui passeront du Front Populaire au RN, ou de Ensemble au RN, ou du Front Populaire à Ensemble. Il peut y en avoir, mais c'est assez marginal. Oui, alors Benoît Perrin voulait vous poser une question, Frédéric. Bonjour Frédéric, est-ce qu'il y a des études qui sont réalisées sur ceux qui font des procurations? Parce qu'en fait, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui font des procurations. Est-ce que très concrètement, ils font des procurations parce que justement c'est la période estivale? Ou alors, est-ce qu'ils font des procurations parce que ça laisse augurer une participation importante? Alors, merci pour votre question, Benoît, j'aurais dû commencer par là. Le fait majeur, c'est que la participation s'annonce très forte. 66%. Tenez-vous bien, c'est 17 points de plus que lors de l'élection législative de 2022, où il y avait eu en France métropolitaine 49% d'abstention, en France entière 47%. On voit très bien à quel point les Français, parce qu'ils sont inquiets, parce qu'ils n'ont pas compris cette dissolution, parce qu'ils sont motivés par faire gagner le RN pour certains, empêcher le RN de gagner pour d'autres, ou faire gagner la gauche, sauver le soldat Macron, ou plutôt la majorité présidentielle. Il y a des motivations de vote extrêmement claires. On est sur un scrutin qui va être très participatif. 66%, c'est pas n'importe quoi, on se rapproche du record des législatives de 1997, où il y avait eu 67,8% en France entière. Et sur les procurations, c'est pas évident de vous répondre, parce que oui, ça sera le premier scrutin sous la Ve République où un second tour aura lieu au mois de juillet. Ça n'est jamais arrivé. Alors, les procurations, ça accompagne ce sursaut de participation, mais c'est aussi ces nombreux juilletistes, comme on dit traditionnellement, qui ne seront plus à leur domicile au moment du second tour. Oui, alors Mathieu Bachelon également avait une question. Bonjour Frédéric. J'avais une petite question. On voit qu'a priori le taux de participation va être très fort, et on a tendance à dire que le taux de participation fort favorise les triangulaires. Est-ce que Frédéric et l'IFOP est capable de faire ce type de projection et de nous confirmer qu'il y aura beaucoup de triangulaires, notamment lors du deuxième tour pour le coup? Oui, alors la participation à une élection législative, les législatives, pour être plus clair, constituent le seul scrutin où la participation a un effet direct sur les configurations de second tour. Par exemple, aux élections municipales, il faut faire 10% des suffrages exprimés pour se maintenir au second tour. Qu'il y ait 30% de participation, 50 ou 80. Pour les législatives, pour les candidats arrivés troisième, il faut faire 12,5% des inscrits pour se maintenir. Et dans ce cadre, avec 70%, le ticket d'entrée est autour de 18-20%. Ouais. En 2022, où il n'y avait eu que 8 triangulaires, il fallait faire au moins 25-28%. Ouais. Donc, ça veut dire, et on a fait le calcul avec mon ami François Cros, on est sur environ 150 à plus de 200 triangulaires, avec en plus ces 3 blocs qui sont bien constitués. Et le duel sera, à mon avis, la configuration la plus forte, mais rien à voir avec 2022. Et puis, et ça c'est ce qui rend fragile nos projections, et on l'assume et on le dit sans cacher les choses, avec ce match à 3, pour le candidat arrivant en 3e position dans une triangulaire, c'est ingagnable. Est-ce qu'il y aura des désistements, notamment chez Ensemble, notamment à gauche, quand le RN est en situation de gagner? C'est une des inconnues du scrutin. Un mot sur ce sondage que vous avez réalisé pour Sud Radio sur ces trois régions, circonscriptions. C'est assez intéressant. Pourquoi ces circonscriptions? Il y a celle où se présente Jérôme Cahuzac. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces? Oui, donc il y en a une il y en a une qui est celle où se présente dans le Lot-et-Garonne, Lot-et-Garonne, et vous avez aussi fait dans le Var. Non, pas dans le Var. C'est les Alpes-Maritimes. Seine-Maritime et Seine-Saint-Denis. Voilà, Alpes-Maritimes et Seine-Saint-Denis. Donc c'est un choix de la rédaction de Sud Radio. Que disent ces 3 sondages? Dans les Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, qui n'a pas de candidat, RN contre lui, est très bien placé pour l'emporter, plus de 42% de mémoire au premier tour et
60 au second tour et même en triangulaire, il l'emporte. Jérôme Cahuzac a une circonscription difficile pour son retour parce que la sortante est une Rassemblement national qui arrive nettement en tête au premier tour, mais il arriverait deuxième et pourrait, dans un duel, rendre les choses relativement serrées, même si nous donnons de peu. 2 points, 49-51, voilà. 51 pour le RN. Tout à fait. Et je trouve que la circonscription la plus intéressante, c'est celle de Seine-Saint-Denis. Corbière, qui a été purgée, comme vous le savez, par les amis de Jean-Luc Mélenchon, qui n'a pas économisé ses moyens. Tout le banc et l'arrière-banc des leaders insoumis sont allés tracter contre lui. Il y a eu une vidéo de Jean-Luc Mélenchon appelant à voter pour son adversaire. Et pour autant, Alexis Corbière tient le choc. Il arriverait en tête avec 40% d'intention de vote. Il l'emporterait au second. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir, et c'est en ça que je suis prudent sur cette circonscription, une hésitation entre un électeur de gauche, parce que cette circonscription est très très à gauche. Mélenchon a fait 52% en 2022 au premier tour. Alexis Corbière l'a remporté au premier tour aux législatives. Mais un électeur de gauche peut, jusqu'à la fin, hésiter entre le vote Corbière, le vote légitime, le vote du sortant, et le vote de cette candidate peu connue, mais qui a eu l'investiture des différents plutôt de la France Insoumise, puisque et le PS, et Europe Écologie Les Verts, et le Parti communiste n'ont pas soutenu la purge dont ont été victimes Alexis Corbière, Daniel Simonet à Paris, ou Raquel Garrido, également en Seine-Saint-Denis. Oui, alors juste une auditrice, je vous réponds, Véronique, non, ce n'est pas interdit, on ne doit pas citer les autres candidats, on doit les citer que quand on entend un candidat parler. Donc on peut citer tous les candidats qu'on veut sans être obligé de citer tous les candidats de la circonscription, c'est la loi. Najwa. Bonjour Frédéric. Bonjour, alors, petite question, est-ce qu'il y a de nombreuses circonscriptions où s'oppose un LR à connotation, j'allais dire Ciotti, et un LR classique? Alors, oui, il y en a quelques-unes, puisque, les LR classiques à l'année historique n'ont pas apprécié la décision d'Éric Ciotti. Je suis pas là pour juger, mais il a tranché le nœud gordien. Ce qui est très intéressant, c'est que les candidats ciotistes font sur l'ensemble du pays 4 à 4,5%. Alors, ça paraît peut-être peu, mais ramener aux 70 circonscriptions, aux 72 dans lesquelles ils sont, ça fait qu'ils sont plutôt à des niveaux élevés, parce qu'ils n'ont pas de RN face à eux. Et c'est intéressant de voir que pour la première fois, le RN a clairement un allié qui peut lui apporter une manne de députés. Nos projections donnaient entre 15 et 20 députés pour ces candidats ciotistes. Et je n'ai pas toutes les circonscriptions en tête, mais très clairement, quand il y a un candidat RN, LR, des amis d'Éric Ciotti, il y a la plupart du temps un candidat LR contre cette alliance. Merci beaucoup Frédéric d'avoir été avec nous, et puis on vous attend de pied ferme lundi matin sur Sud Radio. Dernier sondage tout à l'heure, dernier rolling. A priori les choses ne devraient pas trop bouger encore une fois. À suivre. Vous voulez rien nous dire. Embargo jusqu'à 17h. Merci à vous. Bon week-end. On se retrouve nous dans un instant pour continuer de débattre de l'actualité. Ce candidat RN qui a pour le moins dérapé hier. Et puis vos coups de cœur, vos coups de gueule. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Sous réserve de couverture. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Allez, on continue vos coups de cœur, vos coups de gueule. Fabrice, c'est un coup de gueule. Oui. Que je partage. Un coup de gueule contre ceux que j'ai appelés les Thénardier de la République. Ouais. Pardon, Anne Sinclair et Dominique Strauss-Kahn. C'est-à-dire qu'en fait, ils redébarquent. Ils sont passés, finis, on est passé à une autre ère, et tout d'un coup on les entend pour apporter leur voix complètement inepte au débat. Ça a commencé avec Anne Sinclair, qui a repris ce fameux texte qui est magnifique, hein, quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit, je n'étais pas juif. Quand ils sont venus chercher les homosexuels, je n'ai rien dit, je n'étais pas homosexuel. Et puis comme ça jusqu'à la fin. Puis à la fin du texte, vous avez, quand ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour rien dire. Donc c'est un texte absolument magnifique, et elle a osé dire dans les médias, je ne voudrais pas, donc sous-entendu si le RN passait, qu'on puisse rajouter un jour une phrase dans ce poème, si quand ils sont venus chercher les musulmans, je n'ai rien dit, je n'étais pas musulman. Et moi je suis effondré de ça, parce que
la rhétorique qui consiste à victimiser une catégorie de population, à l'essentialiser, à la victimiser, conduit en fait à certains à prendre les armes et à s'armer de couteaux. Donc les mots précèdent toujours les actes, et ce sont ces actes, ces mots-là, qui finissent par conduire les gens à des actes, parce que finalement, quand on se sent à ce point victimisé, quand on se sent à ce point menacé, on finit par prendre les armes en se considérant comme résistant. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement grave et de décaler, en fait, de décaler tous les gens qui comparent les situations des musulmans d'aujourd'hui aux juifs des années 30. C'est une forme de révisionnisme, en fait. On ne cesse avec cette rhétorique qui est une rhétorique victimaire qui sert aujourd'hui les terroristes. Ça, c'est la première chose. Et puis DSK, qui vient nous expliquer, alors en fantastique millionnaire qu'il est, qui vit au Maroc, je crois, essentiellement l'essentiel de son temps, dans un riad magnifique, qui vient juger les Français, qui vient nous expliquer que s'il avait le choix, il voterait plutôt LFI que RN. Alors, il peut le penser, mais l'exprimer comme ça, en particulier venant de lui, moi je trouve ça extrêmement choquant, et ça donne vraiment l'impression d'un système qui est en train d'imploser, et finalement dans un système qui implose, c'est la panique, et on en vient à dire n'importe quoi. Vous voyez les unes, il y a des unes incroyables, on ne cesse d'entendre des gens vous dire, des gens par exemple de confession musulmane, ou des gens originaires d'Afrique subsaharienne, vous dire que si ça va être la catastrophe pour eux, que ça va être la chasse, que ça, enfin, je veux dire, c'est tellement excessif que ça en devient insignifiant, si on reprend la formule célèbre, sauf que ça fait beaucoup de mal, et c'est en train d'accroître en fait la fracture dont on n'a sûrement pas besoin dans ce pays. Non, il y a en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une libération de la parole raciste qui est là. C'est surtout que je pense qu'il faudrait que toutes ces personnes dont on n'a pas demandé leur avis arrêtent de le donner à tout bout de champ. Je pense que c'est contre-productif. Les avis d'Anne Sinclair, de Dominique Strauss-Kahn et d'autres ne sont pas attendus comme l'oracle de la pitié. Les Français sont suffisamment grands pour savoir ce qu'ils ont à faire. Et je sais que on a tendance à dire que les candidats de la majorité présidentielle ne souhaitent pas actuellement que le président de la République prennent position et parlent beaucoup dans les médias parce que ça les dessert. Et je pense que dans l'autre camp, du côté du Nouveau Front Populaire, ce genre d'intervention va les desservir à terme. Oui, parce que je pense que les Français, notamment ceux qui votent pour le Rassemblement National, mais pas que, en ont assez qu'on leur fasse des leçons, et des leçons sur le terrain de la morale. Et je trouve que effectivement les interventions de Madame Sinclair et de Monsieur Strauss-Kahn sont un peu de ce niveau-là. Benoît, c'est un ras-le-bol. Alors effectivement, c'est un peu un ras-le-bol. Je rappelle que vous êtes le directeur de contribuables associés. Donc vous me sentez arriver. Il est ontologique. Vous me sentez arriver. Alors effectivement, exit la crise éducative, écologique, sécuritaire, identitaire, place à la crise économique. Bien sûr. Et effectivement, on ne parle finalement dans cette élection que des finances publiques, que de l'économie de notre pays, thématique qui en général jamais abordée dans le cadre des campagnes électorales. Je crois que la dernière fois qu'on en a parlé avec autant de vitalité, c'était en 2017, lorsque François Fillon en avait parlé vraiment dans tous les médias. Et depuis lors, en fait, on n'en parlait plus. Alors c'est vrai que la situation a quand même profondément changé. On a un contexte très préoccupant, des déficits qui dérapent, une dette qui explose, et donc une charge de la dette qui, nous le savons, d'ici quelques années, va devenir le premier poste budgétaire. Et puis, la semaine dernière, la Commission européenne a lancé une procédure en déficit excessif. Bref, vous l'avez compris, la situation est catastrophique. Et pourtant, à la lecture des programmes électoraux, on se demande si les candidats vivent sur la même planète que nous, parce qu'ils ils passent leur temps justement à nous promettre la lune. Beaucoup de baisses d'impôts dans le cadre de la majorité présidentielle, du RN ou encore des Républicains, et des promesses de recettes tout à fait impossibles avec le nouveau Front populaire. Donc en fait, malgré nos finances publiques préoccupantes, les candidats se comportent vraiment comme des Pères Noël, c'est-à-dire très généreux en cadeaux avec l'argent des autres. Alors que le sujet central aujourd'hui pour rétablir nos comptes publics, c'est évidemment le sujet de la dépense publique. Sans baisse de la dépense publique, on ne pourra pas investir dans la croissance, on ne pourra pas préparer l'avenir. Donc c'est un sujet, je crois, de la dépense publique qui est central et qui est malheureusement complètement oublié des programmes électoraux. On ne parle que des baisses des dépenses et jamais de baisse des dépenses publiques, ce qui est un corollaire. Sinon, vous continuez à creuser nos déficits. Oui, on rase gratis. On rase gratis.
Mathieu, c'est un coup de gueule, ça fait partie des sujets qu'on voulait traiter. Alors en réalité, je ne sais pas si c'est un coup de cœur, un coup de gueule ou un coup de cœur, puisqu'en réalité, c'est l'intervention hier soir sur vos confrères de BFM de Monsieur Chudeau qui est député sortant Rassemblement National de Loir-et-Cher, je crois, et qu'on présente généralement comme le ministre de l'Éducation nationale en cas de victoire et en cas de gouvernement Bardella. Monsieur Chudeau, pour recontextualiser, alors vous avez dit déraper, Valérie, mais je suis même pas sûr qu'il ait dérapé. Je pense qu'il a juste assumé ce qu'il pense et ce que pensent beaucoup de gens du RN au fond. A annoncé que, vous savez, sur la question de la binationalité, les personnes qui auraient une double nationalité ne pourraient pas avoir de fonction ministérielle. Vous voulez qu'on l'écoute peut-être comme ça, Monsieur Chudeau, donc qui était hier l'invité. Moi, j'ai vu la séquence en direct. Je l'ai vu en direct aussi. J'étais assez abasourdi, mais ça permet de clarifier les choses. Je pense alors, aussi. On écoute. Qu'a-t-elle fait? Elle a détruit le collège public, bien sûr, et surtout, elle a voulu instituer au CP les cours d'arabe. Selon vous, elle n'aurait pas dû être ministre compte tenu de sa double nationalité. Bon, je pense que c'était une erreur et que c'était pas une bonne chose pour la République, voyez-vous. Et Rachida Dati. Non mais Rachid, je veux pas faire un palmarès des gens, c'est pas la question. Je pense que les postes ministériels doivent être détenus par des franco-français, point final. Manuel Valls, espagnol, naturalisé, devenu français après ses 18 ans, Premier ministre, ça serait plus possible. Écoutez, je ne pense pas que ce soit souhaitable. Voilà, donc il parlait de Najat Vallaud-Belkacem en disant que c'était que ce n'était pas bien. Coup de gueule évidemment, et coup de cœur aussi, parce que coup de cœur, ça permet de voir en fait le vrai visage du Rassemblement national. Moi, je veux bien qu'on dise que il y a eu, ça a changé, ils ont changé, que Jordan Bardella est très jeune, très cool, très beau. Bon bah là le vernis craque, hein, et on est quand même on est encore qu'avant le premier tour, donc imaginez ce que ce serait s'ils étaient au pouvoir et les couacs qu'il y aurait. Bon, on va sur le fond, les propos sont quand même non seulement dangereux, bien évidemment, mais en plus complètement stupides. De dire que bien évidemment les compétences et les talents qui sont aux responsabilités politiques ou dans le secteur public ne sont pas liés à une nationalité. Je pense il n'y a pas besoin de raisonner, quoi. Le propos en lui-même. Alors Marine Le Pen l'a désavoué en disant qu'elle était estomaquée. Elle l'a désavoué comme ils ont désavoué d'autres candidats qui ont dérapé, comme ils ont désinvesti d'autres candidats qui ont dérapé. Donc c'est plutôt rassurant, je trouve, moi. Moi, je trouve pas du tout. Moi, je pense qu'en fait, c'est la vraie. Enfin, si Monsieur Chudeau n'avait pas dit ce qu'il pensait, et d'ailleurs, elle l'a désavoué, mais enfin, on lui a parti son investiture pour autant. On n'aurait pas eu ce discours. Là, on sait réellement ce que pense le Rassemblement national. Moi, j'ai envie de dire aux auditeurs qui ont une double nationalité, faites attention qu'au moment où vous allez voter au premier et au deuxième tour, parce que ce qui arrive, ce sont ce genre de propositions qui apparaissent comme totalement ubuesques et qui sont en réalité ce qui va nous arriver concrètement. Moi, je crois pas du tout. Moi, je m'inscris totalement en faux pour deux raisons. La première, sur la forme, c'est que ce qui est étonnant concernant le Rassemblement national, dont je ne fais pas du tout partie, c'est que dès qu'il y a un sujet qui arrive sur la table comme ça, un dérapage, etc., c'est tout de suite l'ensemble du Rassemblement national qui est mis en cause. Ce qui n'est jamais le cas quand c'est la gauche, puisque la gauche, vous avez en permanence, par exemple, des propos antisémites qui sont tenus, et puis on continue à vous dire non, mais c'est pas grave, il y a même Strauss-Kahn qui appelle à voter pour eux, donc et Glucksmann qui les a rejoints. Donc je trouve qu'il y a ce procès d'intention qui est fait, qui est la première chose. Et le deuxième, effectivement, ces propos sont d'une absurdité absolue, absurdité absolue. Donc on va pas les défendre, c'est complètement idiot de penser ça. La seule chose, c'est que ce qui est terrible dans ce pays, c'est qu'on ne peut pas avoir de débat concernant l'identité, la nationalité, tous ces sujets qui sont sensibles. On ne peut pas avoir de débat sans immédiatement que tout le monde montre sur le problème, c'est que c'est bête. Là, en le problème, c'est que c'est stupide. Là, en l'occurrence, c'est absolument stupide. Mais bien évidemment, et il est stupide, mais je pense que, il a été désavoué d'ailleurs. Je pense que certes, c'est stupide, mais il n'en reste pas moins que le débat se pose. Vous avez par exemple l'Inde, qui est une grande démocratie, qui interdit la double nationalité. Quand vous êtes indien, si vous voulez devenir français, vous devenez français, après vous devenez person of Indian origin, c'est-à-dire personne d'origine indienne avec des droits, mais plus nationalité. Les États ont une histoire particulière différente sur leur nationalité. Je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas. Attendez. Moi, je ne suis pas opposé. Je ne suis absolument pas opposé à la double nationalité. Donc je n'ai aucun problème avec ça. Je pose juste une question. Comment on fait si demain on a un ministre des Affaires étrangères marocain ou algérien, double nationalité marocaine. Non, je fais exprès de parler alors qu'on a un partenariat avec l'Algérie d'un côté et le Maroc de l'autre et qui sont en guerre autour du Sahara occidental. Comment on fait? Il y a bien des sujets, il y a des endroits. On va en débattre dans un instant, à tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord.
Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, nous revenons sur effectivement les propos donc de ce député, monsieur Roger Chudeau, qui est le député sortant, qui hier s'est prononcé contre la binationalité pour les ministres. Ils doivent être occupés par des franco-français. Si vous avez écouté la première partie de l'émission, il disait que Najat Vallaud-Belkacem ou Rachida Dati ne devraient pas être ministre. Donc Najwa, vous vouliez réagir? Oui, je voulais réagir tout d'abord en faisant un peu d'histoire politique, c'est-à-dire que cette proposition, c'est un vieux serpent de mer. Pourquoi? Parce que déjà en 85, vous avez Jean-Marie Le Pen qui, dans un débat, je crois que c'était dans l'heure de vérité. Parlez bien dans le micro. Alors, je rappelais un peu l'histoire politique de cette proposition. Vous avez déjà en 85 Jean-Marie Le Pen qui estimait que la double nationalité est une aberration et qu'à un moment, il va falloir choisir. Ensuite, en 2002, vous avez sa fille, Marine Le Pen, qui, dans son programme, propose cette mesure, puis revient en arrière et retire la mesure. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit: j'ai eu l'occasion de parler à des Marocains. Alors pour ma part, je suis franco-marocaine et donc j'expliquerai pourquoi c'est une vaste fumisterie et puis hérésie, comme vous le disiez très justement. Alors Marine Le Pen dit: bon bah moi j'ai dû retirer cette proposition parce qu'en fait elle est très difficile à appliquer et c'est pas parce que vous avez la double nationalité que vous ne pouvez pas aimer la France. Et elle dit: j'ai rencontré des Marocains qui m'ont dit que c'était très compliqué juridiquement parlant parce que le Maroc interdit le retrait de la nationalité marocaine. Ce qui est vrai. D'autre part, moi, si je prends mon cas, faisons un cas pratique. Je suis franco-marocaine. J'ai des parents qui ont des biens en France, mais qui ont aussi des biens au Maroc. Ils ne sont plus de ce monde. Donc ça veut dire que aujourd'hui, si cette mesure passait, je n'aurais pas le droit, si je choisissais uniquement la nationalité française, d'hériter des biens qui sont au Maroc. Donc ça veut dire qu'au regard du code de la famille au Maroc, ce sont mes oncles, mes cousins qui hériteraient. Donc c'est une vaste inégalité. Et j'ai envie de vous dire également, en tant que franco-marocaine, c'est pas parce que j'ai la double nationalité me concernant que je ne me considère pas française. Je ne suis pas 50% française et 50% marocaine. J'ai envie de vous dire, et j'invite, et je vais reprendre les propos d'Amine Marlouf qui a écrit un magnifique essai que j'invite vraiment tout le monde à lire, si ce n'est pas le cas, les identités meurtrières, qui dit quoi? Qui dit que en fait cette question, ces débats autour de l'identité, ça peut être dévastateur. Pourquoi? Lui, il estime, quand on lui posait la question, est-ce que vous êtes plus français que libanais, lui il disait: mais attendez, j'ai envie de vous dire l'un et l'autre. Et c'est pas parce que je vous dis que je suis attachée aussi à ma nationalité libanaise que je ne suis pas attachée à l'histoire de France comme je suis attachée à l'histoire de mon pays d'origine. Et donc c'est au-delà des questions juridiques. J'ai envie de, au-delà des questions juridiques, moi par exemple, moi je comprends que en France on dise on a envie que la France reste France. Moi je le comprends. Mais le problème est mal posé. Vous vous rendez compte où on en est? On arrive aujourd'hui dans ce débat le niveau où où par exemple Najwa ou des franco-marocains ou d'autres sont obligés de répondre à la question de: es-tu réellement attaché à ta nationalité française? Moi, je trouve que je sais pas si on est obligé vraiment d'y répondre. En fait, il faut les savoir. La question est posée. La question est posée. Elle n'est pas posée parce que rappelez quand même que Monsieur Chudeau n'est pas un militant RN lambda qui traque sur un marché. Monsieur Chudeau est potentiellement le futur ministre de l'Éducation nationale. Je crois qu'il a passé son tour là. Je crois qu'il va passer son tour. Écoutez, on verra. Enfin, moi, j'espère que la question se posera pas parce qu'ils n'auront pas la majorité. Ça, c'est autre chose. Il parlait des ministres parce que c'est vrai, parce que le cas qu'évoquait Fabrice était assez juste. C'est-à-dire que donc du coup, je reviens
encore là-dessus, on va se priver potentiellement de compétences et de personnes qui sont vous mettez attachées. un ministre de l'Intérieur russe, un ministre de la Défense. On prend toujours le non, mais je vais dans l'excès. Je pense que l'avantage de cette sortie de Trudeau, on n'y arrive pas, décidément, de Trudeau, c'est comment il va permettre au RN de clarifier sa position là-dessus. Je suis pas persuadé. Si, moi je pense qu'ils vont le faire. Et honnêtement, je pense qu'il y a plus intelligent que d'en faire une règle absolue, c'est de dire qu'il y a certaines fonctions très précises qu'ils ont. Typiquement, on parlait de la Russie. Allez, oublions le Maghreb parce que c'est hyper sensible à chaque fois. Parlons de la Russie. Enfin, on peut pas mettre un ministre de la Défense qui serait franco-russe. Bon, c'est peut-être l'occasion juste de rappeler les règles de la fonction publique qui sont finalement assez simples. Pour passer les concours administratifs ou pour devenir contractuel de la fonction publique, il faut être évidemment soit français, soit ressortissant de l'Union européenne. Deuxième cas de figure, si vous n'êtes pas ressortissant de l'Union européenne, vous ne pouvez pas devenir passer les concours administratifs, vous pouvez être en revanche contractuel de la fonction publique. Et troisième cas, il faut aussi rappeler qu'il y a certains, ce qu'on appelle des postes souverains, en l'occurrence dans la sécurité, dans la justice, dans les affaires étrangères, où là, effectivement, il faut absolument la nationalité française pour obtenir ces postes. Ça existe déjà. Donc mais ça, c'est pour les fonctionnaires, on parle des politiques. Je suis d'accord. Oui, il y a une subtilité sur les ministres. Aussi des fonctionnaires. Mais je pense qu'il en parlait aussi. Il y a quand même des règles qui existent. Trudeau en parlait aussi. Il y a quand même des règles qui existent et qui font une distinction entre les étrangers et les nationaux. Voilà. Autre petite phrase, celle de Jean-Luc Mélenchon chez nos confrères d'M6 hier soir. On lui parlait de cette phrase qui avait été prononcée à propos qu'on voit dans les manifs. Un bon flic est un flic mort, en gros. Écoutez ce qu'il répondait. Dans les cortèges qui vous soutiennent, souvent on entend qu'un flic mort, c'est un vote pour le RN en moins. Ou que tout le monde déteste la police. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent ça? Je ne dis pas que vous dites ça, je dis qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent ça? C'est absurde, mais on a le droit de rigoler aussi, non? Voilà, bon. Il y a encore 27% des Français qui veulent voter pour ça. Moi, je suis sidéré. On a le droit de rigoler. Les masques tombent, là, encore une fois. Je veux dire, moi, je veux bien, mais si quelqu'un qui est censé être potentiellement Premier ministre, qui est effectivement à la tête du rassemblement dont vous parlez tout à l'heure, donc le nouveau Front Populaire, qui est la personnalité malgré tout une des plus populaires à gauche, tient ce genre de discours, c'est vrai que il n'est pas populaire à gauche. Il fait dans les sondages d'opinion. En tout cas, c'est le candidat de gauche qui a été le premier en tête à l'élection présidentielle. Il est largement dans les socialistes aujourd'hui. Et qui accessoirement utilise allègrement les 4 grands poncifs antisémites. Coup sur coup, il a utilisé les 4, donc le peuple déicide, le grand capital, enfin il les a tous utilisés, tous les poncifs. Donc et pourtant c'est accessoire. Moi, ce que je voudrais juste remarquer, un petit mot, c'est que il y a quand même une logique un peu de poids de mesure. Pendant très longtemps, on a ostracisé le RN ou le FN. Et encore une fois, c'est de l'intelligence, c'est vraiment de l'honnêteté intellectuelle. C'est pas du tout de la défense du RN, mais on a utilisé pendant des décennies, en fait, l'antisémitisme comme un repousseur absolu en disant parce que ce parti est antisémite, il faut l'ostraciser, quoi qu'il arrive, quoi qu'il ait à proposer, etc. Très bien, c'est intéressant. À gauche, l'antisémitisme, qui est là pour le coup endémique, c'est devenu quelque chose d'accessoire et plus d'essentiel. Et c'est marrant comment, effectivement, et on retrouve cette rhétorique qui est la rhétorique de la gauche maintenant, qui est de dire l'antisémitisme à gauche, alors ils le nient même plus. Ils disent simplement il est contextuel, lié à la situation au Proche-Orient, etc. Alors que celui de droite, il est ontologique, donc à choisir entre 2 types d'antisémitisme, choisissez le moins pire. Fabrice a raison, et d'ailleurs ça fait écho à ce que vous nous disiez, Valérie, avec la une de ces The Economist, où en fait on a 2 radicalités, et pas forcément le centre, parce que j'aime pas le terme de centre, parce qu'il y a tellement de nuances qui sont pas le centre, notamment on l'a connu avec Najwa, la gauche républicaine, et ce genre de choses qui ont disparu, la droite gaulliste qui ne se compromet pas non plus avec le RN de l'autre côté, et effectivement je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont un peu orphelines aujourd'hui dans ce pays sur des courants de pensée traditionnels qui sont un peu effacés au profit de et c'est là en tant que ancienne militante à gauche, qu'on peut regretter le choix de Glucksmann. C'est-à-dire qu'il pouvait s'imposer, je suis désolée, avec le score qu'il a fait aux européennes, il aurait pu dire, moi, je suis la locomotive de cette gauche, et imposer en effet cette gauche républicaine qui nous manque tant, avec ses valeurs, et il n'a pas eu ce courage-là, il s'est soumis, et je pense même qu'il a perdu même une occasion d'exister même
politiquement parlant, parce que là, ce sera celui qui a cédé à Jean-Luc Mélenchon pour une histoire de circonscription. Ouais. Alors Jean-Luc Mélenchon a ajouté, pour être très précis, on peut bien rigoler. Et il a dit bon, c'est pas drôle, mais il a quand même dit on peut bien rigoler quand même sur un flic mort est une voix en moins pour le RN. On va peut-être marquer une pause et on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Je voudrais qu'on dise quelques mots du débat Biden-Trump. On ne l'a pas vu, c'était à 3h du matin, mais il y a de très larges extraits sur les réseaux sociaux. Tristan Mendès France tweet en disant: ce qui me désole avec le débat Biden-Trump qui vient d'avoir lieu, c'est que Trump, qui fait du Trump, ce n'est presque plus de l'actu, alors qu'un Biden amoindri, si la séquence média qui s'ouvre va être pénible, et j'espère sans trop de conséquences pour novembre. C'est vrai que les images de Joe Biden sont absolument sidérantes. On a un vieux monsieur qui parle tout bas, qui a du mal à se déplacer. On voit sa femme qui l'accompagne pour descendre les marches. Le début du débat était absolument calamiteux, selon les extraits qu'on peut voir. Le débat sur le fond aussi, on se plaint de la France, mais on voit les deux qui débattent de leur handicap au golf et de leur score. Biden, peut-être un mot quand même, c'est ce candidat qui n'a pas été choisi par les Républicains, il s'est auto-désigné. Je sais pas, Benoît Perrin, c'est quand même... C'est incroyable, effectivement. Et d'ailleurs, son état de santé, qu'il soit encore candidat, je crois que si jamais il est élu, de toute façon, il est très probable qu'il soit finalement assez rapidement remplacé par le vice-président qu'il aura choisi. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, je suis frappé par l'incapacité effectivement des démocrates à trouver un candidat un peu plus crédible, concrètement, parce que face au bulldozer Trump, et là pour le coup on voit en plus ils ont quelques années d'écart et on voit la différence de santé extraordinaire. Alors, on n'est pas évidemment égaux devant la vieillesse, mais là on voit quand même qu'il y en a quand même qu'un qui est indépendant du contenu de ce qu'il dit, mais qui est vraiment en force physique. Et là, on se dit, oui, s'il est président de la République, en tout cas, il aura toute sa tête pour nous gouverner. Et de l'autre côté, une espèce effectivement, de vieillard, comme disait Valérie, dont on se demande combien de temps il va... Combien de temps il va pouvoir... Et puis ils ont quand même l'arme nucléaire, quoi. Donc forcément... c'est très inquiétant. Franchement, les images étaient assez inquiétantes. Mathieu, oui, vous avez c'est vu assez aussi, triste. En fait, oui, c'est... Bon, comparaison n'est pas raison avec ce qui se passe en France, mais là aussi, il y a une pauvreté du débat et la culture du clash, de la pauvreté des arguments, et c'est triste pour là aussi parce que The Economist a beau jeu de dire ça sur la France, mais là aussi les palettes de nuances et de subtilités qu'il y avait un peu plus dans le débat américain autrefois, elles ont un peu disparu pour une sorte de choc. En plus, on rejoue le match d'il y a 4 ans dans des conditions dégradées, donc c'est assez triste pour nos compatriotes, pour nos amis. Nos amis, c'est pas encore nos compatriotes. Oui, c'est. Oui, puis je pense qu'au-delà de ça, on l'a vu d'ailleurs pendant le mandat. On l'a vu pendant le mandat de Biden. Je pense que ce qui s'est passé au Proche-Orient, par exemple, n'aurait probablement pas été possible si il y avait eu une Amérique forte qui faisait vraiment peur à l'Iran. Donc on sent bien que finalement les États-Unis jouent quand même, qu'on le veuille ou pas, et même si maintenant on est dans un monde qui est beaucoup plus multipolaire, le rôle de gendarme du monde, et c'est quand même un très très gros problème que ce gendarme du monde ne soit plus en mesure quelque part d'imposer la loi, parce que rien ne l'a remplacé. Absolument. Revenons en France ce matin. Alors lui aussi, le revoilà. Vous parliez de DSK et d'Anne Sinclair. Nous avons François Baroin qu'on n'a pas entendu pendant très longtemps, et il s'est exprimé sur TF1 en disant que la démission d'Emmanuel Macron sera l'un des sujets juste derrière les législatives, qu'il ne pourra pas constitutionnellement rester à l'Élysée jusqu'en 2027. Alors François Baroin, il faudrait un moment qu'il décide s'il fait de la politique ou s'il en fait pas, parce que la carte postale envoyée de temps en temps pour dire je suis encore un peu là, ne m'oubliez pas, c'est un peu facile. Mais il est juriste, je crois, donc peut-être qu'il s'exprime en tant que juriste, non? Et spécialisé en politique. Je pense qu'il s'exprime aussi quand même avec un poids politique. Enfin, quand on est François Baroin, quand on a cette aura à droite et qu'on a en plus les attentes, il est pas naïf. Je pense qu'il sait bien quand même qu'il y a une attente de la droite autour de lui. Moi, je suis toujours assez circonspect
fait face au personnage de François Baroin, qui est toujours un pied dedans, un pied dehors, et depuis des années. Je suis d'accord. J'ai du mal à cerner et savoir, voilà. Donc, après, parlons du fond, effectivement, et de cette cohabitation qui s'annonce compliquée. Alors, il y a eu des cohabitations compliquées. J'entendais des commentateurs évoquer Jospin, Chirac à l'époque. Ça a été très, très violent, mais là, ça risque d'être encore plus violent. Avec une différence, c'est que Jospin avait une majorité absolue à l'Assemblée, si je ne m'abuse. Là, on risque d'avoir un gouvernement avec un président déjà qui, en plus, est quand même assez singulier dans sa manière d'appréhender les institutions. Et s'il a en plus un Premier ministre qui n'a pas... Ça, c'est un cas jamais vu, où le Premier ministre qui n'a pas de majorité absolue, puisque la Ve République établissait justement les majorités absolues à travers le scrutin, la majorité, etc. Là, quand même, Emmanuel Macron a réussi la force de transformer la Ve République en 4e République. Et avec une majorité qui ne se dégage pas. Donc ça va être dur. On avait eu un peu le précurseur de tout ça avec les frondeurs quand même sous Hollande. On sentait bien que cette idée d'une majorité absolue et d'une verticalité du pouvoir était en train de disparaître. Là, tout a explosé. Et donc effectivement, je vois pas comment un président qui a provoqué ça et puis derrière un Premier ministre qui n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée. Déjà quand c'était son parti qui était au pouvoir, c'était compliqué. Bah alors là, je sais pas comment ça peut être gouvernable. Là concrètement, je pense qu'on s'oriente vers une chambre introuvable avec trois blocs qui d'ailleurs, et on en vient exactement, je trouve que le parallèle avec les États-Unis est bon, avec trois France qui se détestent très concrètement, et avec un Premier ministre qui n'aura pas de majorité à l'Assemblée, et je crois que le pronostic finalement le plus improbable il y a quelques mois est devenu aujourd'hui, je crois, le pronostic presque le plus plausible, c'est un gouvernement de techniciens, parce qu'en fait, ça va être de transition, de transition. Sachant que, donc de transition, mais justement, le problème, c'est que la transition, elle durera au moins 1 an, pour une raison très simple, et vous le savez, c'est qu'il ne peut pas dissoudre pendant 1 an. Donc c'est-à-dire que pendant 1 an, on va se retrouver avec un président qui, effectivement, sera chef des armées, mais guère plus, un gouvernement très probablement de techniciens, qui va gérer les affaires courantes. C'est quoi un gouvernement de techniciens? Parce que je cherche la tête, c'est le robot de Najwa. Il va finir par se suicider. Avec des gens, je sais pas, des hauts fonctionnaires, très probablement des hauts fonctionnaires, ou des gens de la société civile, même pas certains, parce qu'on va leur trouver une teinte un peu trop politique. Des hauts fonctionnaires, des techniciens. Mais si c'est des hauts fonctionnaires, excusez-moi, mais c'est déjà le cas depuis des années, voire des décennies. Ils vont gérer les affaires courantes, comme il y a eu en Belgique pendant 1 an et demi. Il faut le rappeler quand même que la Belgique, pendant 1 an et demi, n'a pas eu de gouvernement. Et d'ailleurs, petite parenthèse, plutôt bien porté. Voilà, je pense pas que les habitants, les Belges, regrettent personnellement cette période-là. Avec, à mon avis, le sujet qui est que ce sera un peu reculé pour mieux sauter, avec un effet déceptif forcément très fort, puisque face à la colère qui monte, mais je suis d'accord qu'il n'y a peut-être pas plus de choix que de faire cette solution transitoire, mais la réponse à la colère qui monte, si c'est de mettre des hauts fonctionnaires et des experts, des gens un peu, des technos, je suis pas sûr, je pense que ça ne répondra pas aux attentes. Il faudrait au contraire des vrais politiques, mais pour ça il faut qu'ils aient une majorité. Mais si on prend un tout petit peu de hauteur par rapport à tout ça, la situation que l'on vit à la fois aux États-Unis et la situation que l'on vit en France, en fait c'est sociétal, c'est-à-dire qu'on est, et c'est d'ailleurs la même dans les entreprises privées, c'est-à-dire qu'en fait la verticalité du pouvoir, les gens n'en veulent plus. Absolument. Il y a une demande de beaucoup plus d'horizontalité, il y a une demande à maîtriser son destin, et au-delà de ça, n'oubliez pas un truc, c'est qu'avec Internet, on est rentré dans l'ère de la désintermédiation. Et donc cette idée d'avoir aujourd'hui plein d'intermédiaires à travers les fonctionnaires, les politiques, etc., n'est plus aussi facilement acceptée par les gens que ce fut le cas auparavant. Oui, avec juste un paradoxe très français qui est que dans le même temps, il y a quand même toujours cette recherche de la femme ou de l'homme providentiel. Et le malentendu est d'ailleurs là-dedans, avec tous les espoirs mis lors des présidentielles qui sont forcément déçus derrière. Non, mais vous disiez qu'il y avait une demande d'horizontalité, certes, d'être consulté beaucoup plus souvent. D'ailleurs, c'est pour ça que le président Emmanuel Macron parlait de référendums qui n'ont jamais eu lieu, mais en tous les cas, il le proposait parce qu'il sentait un peuple qui a besoin d'être consulté. D'ailleurs, même la Suisse nous a inspiré et inspire certains hommes politiques pour consulter notamment le peuple. Bon, je ferme cette parenthèse, mais je pense que les Français aussi ont besoin, vous parliez d'hommes providentiels ou de femmes providentielles, mais aussi d'autorité, d'incarnation d'un chef qui sait où il va. Et le problème du président de la République, c'est qu'il ne sait pas où il va. On parle de François Baroin qui dit
qui dit il sera amené à démissionner, mais il n'est pas le seul à le dire. L'ancien président du Conseil constitutionnel, Pierre Mazeaud, a dit qu'il sera amené à démissionner, et il dit ce coup de poker, d'ailleurs on le sent, hein, il lui en veut, il dit ce coup de poker est inadmissible, donc s'il perd, eh bien il doit démissionner. Mais concernant en effet la majorité relative, intéressez-vous aussi aux propos d'Édouard Philippe, qui dit que s'il y a majorité relative, il va falloir se mettre d'accord avec toutes les députés de bonne volonté et républicains pour constituer une majorité qui s'imposera au président de la République. C'est le fameux on éclate le clivage droite-gauche. Ouais, et puis on n'est pas en Allemagne. Ça va être compliqué. Le consensus, on n'est pas dans un pays de consensus. Parlez bien dans le micro, Fabrice. On n'est pas dans un pays de consensus. Je rappelle quand même il suffit de prendre le parallèle avec le syndicalisme. En Allemagne, les syndicats sont hyper consensuels, même s'ils sont très durs, mais ils savent trouver un consensus dans l'intérêt collectif de l'entreprise. En France, c'est le contraire. Je me tire une balle dans le pied, je scie la branche sur laquelle je suis, et je préfère que tout le monde perde plutôt que de trouver un consensus. C'est quoi la solution? Parce que entre la réponse des hauts fonctionnaires, et c'est vrai que c'est pas une réponse satisfaisante, hein, je crois pas que les Français acceptent un gouvernement de hauts fonctionnaires, même si c'est temporaire et le temps d'une prochaine élection présidentielle. Moi, je vois pas. Il y a un moment, faut apporter une réponse. Et Édouard Philippe, bon, ça va être compliqué, mais il tente en tous les cas d'en apporter une. Moi, ce qui me frappe sur l'horizontalité, allez-y, Benoît. C'est que, en apparence, les gens, effectivement, et plutôt les jeunes, demandent de l'horizontalité, mais dans la vraie vie, rien ne fonctionne sans verticalité. Et d'ailleurs, le meilleur exemple, c'est justement cette élection où, en fait, on sait quasiment sur le papier qui sera Premier ministre. Du côté du Rassemblement national. Donc en fait, les gens se projettent dans Jordan Bardella, Premier ministre, alors que dans les autres partis, justement, il n'y a pas de tête, et on ne sait pas. Du coup, je trouve ça entretient un flou. Dans les entreprises, c'est pareil, il n'y a pas d'entreprise qui fonctionne sans chef d'entreprise. Il n'y a pas d'association qui fonctionne sans chef d'entreprise. Il n'y a pas d'émission médiatique qui fonctionne sans voilà, en l'occurrence, sans Valérie aujourd'hui. La verticalité, elle est fondamentale. Donc, et je crois qu'il faut le répéter parce que c'est c'est un mirage et c'est de la démagogie de faire croire aux jeunes sauf que les jeunes aujourd'hui sont dans le comportement. Mais je crois qu'il faut leur montrer concrètement que ça ne peut pas fonctionner. Il y a un moment où il faut quelqu'un qui prenne ses responsabilités et qui décide. Pour une association, pour un parti politique, pour un pays, il faut un chef. Mais l'horizontalité, enfin, dans mon esprit, c'est pas du tout le fait que tout d'un coup tout le monde cogère, etc. Hein. Moi, je crois énormément au leadership. Je dis simplement que les gens ont besoin d'être un peu plus en prise avec leur destin, avoir le sentiment de participer un peu plus à leur destin. Or, la démocratie française a complètement perdu pied sur ce plan-là, et il y a un divorce terrible entre les élites, justement du fait de la Ve République et du système des partis, où les investitures se font à l'intérieur des partis de manière très consanguine, etc., et centralisé, et où finalement de plus en plus il y a eu ce divorce. D'ailleurs, l'abstention en est le meilleur témoin. Non, mais il nous faut des chefs. Moi aussi, je pense qu'il faut des chefs. Mais j'en suis absolument convaincu. Je passe mon temps à dire dans ma propre entreprise et à expliquer tout le temps que l'entreprise n'est pas une démocratie. Donc voilà. Non, mais il faut avoir des chefs démocrates. Des chefs en prise avec les réalités et proprement aussi. Exactement. Merci à tous les quatre. Dans un instant, c'est Alexis Poulain qui sera avec vous. Très bon week-end. Allez voter dimanche. Allez voter. C'est votre voix qui s'exprime. Râler après, ça sert à rien. Donc allez voter. Il n'y a pas d'autre mot d'ordre à vous donner. Très bon week-end et à lundi. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.